juste un truc. Fais attention aux gens que tu menaces. Parce que t'as vu, je suis pas un petit enfant. Guillaume, tu vois, regarde. Que tu... Non, mais attends, laisse-moi finir. Mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on va parler aujourd'hui de l'Influence Fight Club. C'est la deuxième partie, la première partie c'était mardi. D'ailleurs, j'espère qu'elle vous a plu. Aujourd'hui, on va monter un petit peu le curseur. On va aller droit dans la merde, hein, si je puis me permettre. Dans la première partie, on a parlé des différences entre la première édition de l'Influence Fight Club et la deuxième. On avait également parlé du fait qu'il y avait beaucoup plus d'influenceurs dans cette deuxième édition. Ce qui a eu des conséquences, forcément, plus de cinéma, plus de situations conflictuelles, plus d'insultes, plus de violence, même si la plupart du temps c'était scénarisé. En fait, on a eu plus de violence avant que pendant les combats. Et ça, forcément, ça vient décrédibiliser l'événement et l'organisation. Dans cette deuxième partie, on va bien évidemment parler du point le plus important, le fait qu'Ilan n'a pas voulu affronter son adversaire du soir, Toto. Le combat n'a pas eu lieu. C'est évidemment un événement marquant, majeur dans cette soirée, mais je trouve que c'est un petit peu trop facile de remettre 100% du fiasco de cet événement sur le dos d'Ilan. Il y a eu plein d'autres choses et on va en parler dans cette vidéo. Ah oui, je vais peut-être balancer 2-3 scoops que vous n'avez pas entendus ailleurs. Peut-être. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. Rejoins aussi sur le Bronx de Mousse, c'est la chaîne vlog, la chaîne détente. Premier vlog dimanche à 18 h, c'est bon, j'ai réglé mes petits soucis. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Commençons par parler du rôle de l'organisation qui, pour moi, est la plus fautive dans toute cette histoire. Alors, quand je dis organisation, c'est l'Influence Fight Club. C'est pas le fait de bien avoir organisé les choses. Ça peut porter à confusion, je préfère préciser. Alors, on en a déjà parlé la dernière fois, mais l'organisation, c'est lourdé sur le casting. Beaucoup trop d'influenceurs. Ça a eu des conséquences pour la crédibilité de l'événement, on va pas se mentir. À la base, il y avait quand même des grosses têtes d'affiche. Ilan contre Dylan Thierry, Marvin Tillière contre Virgile. Au final, Dylan ne va pas combattre. Marvin a annulé, Virgile pareil. Donc au fil du temps, la carte a perdu de l'intérêt, ça a été remplacé par pas mal de TikTokers. Le problème avec les TikTokers, c'est qu'ils sont enfermés dans un système de buzz permanent, ils sont prêts à tout pour buzzer, pour faire des vues, et ça donne des situations complètement ridicules, et ces situations ridicules ont fait énormément de mal à l'image de l'événement. Déjà que, alors faut savoir un truc, ça date d'avant la première édition. Quand l'Influence Fight Club a été annoncé, ça a été très critiqué. Le milieu du MMA n'a pas compris pourquoi on mettait en avant des influenceurs, donc Sebi Daddy, Ilan par exemple, alors qu'il y a des très bons combattants qui n'ont pas forcément leur chance. Et c'est là où l'organisation a été forte à la première édition. Il n'y a eu aucun accro, il n'y a pas eu de buzz excessif à tout va. L'organisation a fait une campagne de promotion, on va dire cohérente. Ils sont allés sur TPMP, Ilan et Sebi Daddy. Alors je sais, ça plaît pas. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus pertinent que faire des vidéos scénarisées sur TikTok, par exemple. La soirée s'est bien passée et surtout, on avait une carte équilibrée. 9 combats avec, on va dire, des vrais combattants et 2 combats d'influenceurs. Donc, dans le fond, à la fin de l'événement, ça plaisait toujours pas, mais ça paraissait quand même sérieux. Là, quand la carte de l'Influence Fight Club 2 a été annoncée, tu vois déjà que les ingrédients sont pas les mêmes. Au fil du temps, c'est de pire en pire. Il y a des annulations, il y a des remplacements. Mais surtout, la campagne promotionnelle, elle se fait, on va dire, un petit peu individuellement. Il y a effectivement des conférences de presse, on l'a vu la dernière fois, ça s'est mal passé, des insultes, donc vraiment pas bon pour l'image, mais c'est surtout les combattants eux-mêmes qui vont mettre en avant leur propre combat, la plupart du temps en scénarisant des clashs avec leur adversaire, en faisant des live TikTok, en disant « ouais, je vais te fumer, non, c'est moi, et je suis le plus fort, et tu vas dormir, et patati et patata ».
qui n'était pas le cas dans la première édition. Sebi Daddy, moi en fait ce qui me fait rire chez toi, c'est que tu crois que tu vas gagner le combat comme ça, les yeux fermés le 3 mai 2025 en Suisse à Fribourg. Frérot, là j'ai l'oreille toute violette, elle me fait pas mal. L'autre oreille derrière elle est toute gonflée. Regarde bien mon oreille. Tu vois, elle est ici, elle est toute, tu vois, elle est toute violette. Et tu vois, les cheveux frottés, hein. Regarde, t'as vu, c'est pas du maquillage, t'as capté? Voilà, là t'as vu, elle est vraiment bleu-violette. Et derrière, ça me fait comme une boule à l'autre oreille. Bref, juste pour te dire, t'as vu, je suis en train de travailler ma lutte. Je travaille ma boxe anglaise, ma boxe taille. Je crois pas ça va être un combat facile pour toi, parce que tout le monde croit, frérot, je suis faible. Mais en attendant, moi à côté, t'as vu, je m'entraîne vraiment pour gagner. C'est clair. Ferme pas les yeux sur le combat, réveille-toi. Et des exemples comme ça, j'aurais pu vous en mettre une centaine, c'était tous les jours, constamment, et pas que sur le combat de Sebi Daddy contre l'Indécis, sur plein d'autres combats. C'était juste infernal. Tu swipais sur TikTok, c'était l'enfer. Ces vidéos faisaient effectivement énormément de vues, donc ça a rapporté de l'argent aux combattants, mais au final, pour l'organisation, quel impact? Pas d'impact, parce que ces jeunes qui aiment ce genre de vidéos ne vont pas venir en Suisse voir l'événement, ils vont pas payer les 5 € pour voir le stream, ils vont aller sur des liens Telegram, etc. Côté adulte et passionné de MMA, ben tu t'y retrouves pas, hein. Quand tu vois ça, ça te donne pas envie. Et côté hater, c'est-à-dire les gens qui n'y croient pas depuis le début, autant après l'Influence Fight Club 1, ben, ils n'avaient rien à dire, autant là, ben, ils se disent, vous voyez, on avait raison. Là, l'organisation a clairement donné du grain à moudre à ceux qui ne croyaient pas à ça depuis le début. Ce qui est un truc, dans la première édition, il y avait des combats de vrais combattants. Il y avait Ruskov Domingos, par exemple, Jonathan Garcia. Eh bien, ces combats ont été mis en avant. Là, dans les combats de vrais combattants, bah, il n'y en a aucun qui a réellement été mis en avant. Ces combats sont tellement passés inaperçus que je me suis demandé s'ils allaient avoir lieu. Bon, ils ont eu lieu, mais franchement, on n'en a pas du tout entendu parler. Et c'est vraiment dommage. Parce que, qu'on se le dise, hein, j'ai vu tous les combats en replay. Heureusement pour les spectateurs qu'il y avait ces combats. Sinon, c'était vraiment pas attrayant avant l'événement et pendant, après, on va dire, ben pas divertissant. Je peux pas dire qu'on a passé un bon moment, qu'on a vu un beau combat. Et on parle pas de niveau forcément, parce que, bien évidemment, quand c'est un premier combat, on s'attend pas à un bagage technique, etc. Mais on va en parler un petit peu après, vous allez comprendre. En fait, avant l'événement, on se rend compte qu'il y a plein de combats qui sont pas du tout équilibrés, et on va parler seulement des combats d'influenceurs. Alors, faut pas se faire avoir avec le pro ici, on en parlera après. Par exemple, Zorka Flagboy. Donc Zorka, c'est un mec qui a 3 ou 4 combats chez YFC. Flagboy, il a jamais fait de sport de combat, d'après ce que je sais. Zorka, il fait genre 1,83. Je crois que Flagboy, il doit faire 1,60 m. Et c'est réel. Et en fait, quand tu vois ça, ben, ça donne pas envie. Tu vois, on voit que c'est déséquilibré et sur le niveau et en termes de taille. Et pourtant, Flagboy s'est hyper bien démerdé. Ce combat a quand même été un petit peu divertissant parce qu'on le croyait tellement déséquilibré qu'au final, on a été surpris par Flagboy. Ici, on a Golden Boy contre Nightmare. Nightmare, c'est un TikToker qui fait de la boxe, il boxe bien, mais Golden Boy, c'est un pro MMA. Voilà, il a déjà fait des combats dans des orgas, donc un combat déséquilibré sur le papier et très déséquilibré dans la réalité. Golden Boy lui a roulé dessus. Pourtant, Nightmare a un bon niveau en boxe anglaise, mais voilà, là, on est en MMA. Et la réalité a parlé. Un des combats qui étaient les plus équilibrés, je pense, sur le papier, c'était ces deux mecs, la Strongy et Del Espagnol. Et ça a été le combat, je trouve, le plus décevant. Dites-vous que l'arbitre a arrêté le combat pour inactivité. En fait, les mecs étaient tellement fatigués après à peine d'un round, hein, et ben ils se mettaient plus de coups, ils se regardaient et l'arbitre a arrêté le combat après leur avoir mis une pénalité. Et les deux gars qu'on voit, c'est les mêmes mecs qui avaient mis en scène leur embrouille dans l'ascenseur, rappelez-vous. Donc quand je vous disais que c'était presque plus violent, il y avait plus de tension avant que pendant le combat, c'est réel. C'est réel. Là, le passage que je vous ai montré, il n'y a pas de montage, hein. Le temps n'est ni ralenti, ni quoi que ce soit. Il s'est passé ce temps-là sans coup. Et c'est pas la première fois du combat, puisqu'il y a déjà eu un avertissement avant. Ce type de phase s'était déjà produit plusieurs fois dans le combat. On avait ensuite le combat du frère de Sebi Daddy, Brian Boy contre Lorenzo. Alors je vais être honnête avec vous, le combat, ça va. Ils se sont donnés dans l'octogone, c'est leur premier combat.
Franchement, ça va, rien à dire. On avait ensuite le combat de Samos qui était attendu parce qu'il est dans la team Nasdaq, il est quand même assez suivi. C'était un petit peu divertissant parce que c'est Samos, mais si t'attends un peu de spectacle en termes... Mais si t'attends un peu de spectacle en termes de sport de combat, bah, il n'y a rien eu. Forcément, de toute façon, il fallait s'y attendre. On avait ensuite un combat professionnel de boxe entre Capi et le Viking. Alors, il faut bien comprendre un truc. Capi pèse 60 kg, le Viking fait le double, 120 kg. Donc déjà, c'est improbable. Ça n'a aucun sens. Même, on parle en termes de sécurité. On savait très bien que Capi était largement au-dessus du Viking. Franchement, même avant le combat, c'était sûr que le Viking, c'était une fraude et qu'il avait jamais boxé. Ça se voyait que c'était construit de toutes pièces sur TikTok, etc. Mais quand même, imaginons, le Viking sait boxer. C'est un mec de 120 kg. En termes de sécurité, je trouve ça vraiment pas ouf. Bon, après, on l'a vu rentrer dans l'octogone en Air Max. Oui, les mêmes Air Max que vous utilisez pour marcher dans la rue. Bah, lui, il est rentré boxer avec. Je vous dis, c'était une mascarade, le truc. On a compris, on a vu, il ne savait absolument pas boxer. Et logiquement, Capi a gagné. Donc comme vous venez de le voir, c'est le pauvre Viking qui en a pris plein la bouche, qui a décidé d'arrêter le combat. Et encore une fois, on est sur un combat qui finit sous les huées du public. Ça, c'est un signe qui trompe pas quand même. Avant-dernier combat, Sebi Daddy contre l'Indécis. Alors là, il y aurait tellement de trucs à dire, mais je me réserve un petit peu après. On va se concentrer sur le combat. Il y aura un passage dédié spécifiquement à Sebi Daddy, un autre spécifiquement à Ilan Castronovo. Là, on va juste parler du combat. Bah déjà, c'est déséquilibré de base. Voilà, on rappelle que c'est un combat pour la ceinture, pour le titre. L'Indécis, c'est son premier combat. Il n'a jamais combattu de sa vie. Ce qui aurait été intéressant pour un combat pour le titre, comme ça, c'est d'offrir à Sebi Daddy un adversaire de qualité. Je sais pas, moi, un mec qui est déjà combattant, par exemple, qui a quelques combats amateurs. Ou alors un mec qui a participé à l'Influence Fight Club 1, qui fait le même poids, qui aurait gagné son combat à l'IFC 1, et en bonus, qui aurait fait des vidéos sur Sebi Daddy. Genre moi par exemple, mais non, vous avez compris que Sebi Daddy fait partie de l'organisation, donc il a son mot à dire sur le matchmaking, donc sur les combats qu'il va avoir, et ça l'intéressait plus d'affronter l'Indécis qui fait, je pense, pas loin de 15 kilos de moins que lui, allez, au moins 10 facile, qui n'a jamais combattu. Vous voyez très bien que ça n'a aucun sens pour un combat pour le titre. Vous allez voir que le combat est aussi décevant que les autres, voire même peut-être plus, parce qu'ils ont tellement fait de bruit sur les réseaux sociaux à se chauffer. Le 3 mai, je vais te faire ci, non, je vais te faire ça, et tu vas dormir, et je vais finir KO, et patati et patata. En fait, ça s'est terminé tellement vite et de manière tellement inattendue, on aurait dit un de mes rapports sexuels, qu'on se dit, non mais, tout ça pour ça ? Encore un combat qui se termine sous les sifflets, on voit la différence de poids entre les deux. Son adversaire se prend un coup de pied, il dit stop. C'est pas contre l'Indécis, hein, parce que c'est Sebi Daddy qui a choisi son adversaire et le match-up. Mais franchement, est-ce que c'est un combat pour le titre? Déjà, est-ce que c'est un combat tout court? Honnêtement. Et le dernier combat de la soirée, le plus attendu, on va dire, parce que c'était le main event, le combat, enfin le non-combat entre Ilan Castronovo et Toto. Faut imaginer la déception des gens. Déjà, pour les personnes qui ont payé, parce qu'il y a plein de personnes de la salle qui ont été invitées ou à qui on a offert des places, mais la place la moins chère, je crois que c'était 43 €. Donc déjà, imagine, t'as payé 43 €. T'as peut-être payé de la bouffe, l'hôtel, enfin je sais pas d'où tu viens. T'as vu une purge, à part les combats de vrais combattants, mais t'as vu tous les combats qu'on vient de voir, donc toute cette mascarade.
t'attends le main event, le combat le plus important entre Ilan et Toto, et le combat n'a pas lieu. Il y a peut-être des gens qui sont venus à l'événement dans le but de voir ce combat. Ça arrive très souvent, il y a des gens dans les événements, ils viennent voir le main event, 1 ou 2 combats, mais tu es obligé de voir les autres, forcément. Et donc là, ce combat n'a pas eu lieu. Faut quand même imaginer le truc. Alors on va pas revenir de suite sur les raisons de cette annulation, parce que là on est concentré vraiment sur l'organisation, les erreurs pour moi de l'organisation. Voici le spectacle qu'a proposé l'Influence Fight Club 2 aux personnes présentes sur place, aux personnes qui ont payé les 5 € pour regarder en streaming. Bon, la plupart ont regardé via des liens pirates type Telegram, etc. Mais quand même, parce que là, sur les 15 combats dans la carte, on va enlever les combats de non-influenceurs, de combattants. Il y avait 8 combats d'influenceurs. Sur les 8, allez, il y a peut-être le combat entre Brian Boy, je ne sais plus comment il s'appelait son adversaire, qui était correct. Le reste, c'était déjà extrêmement décevant. Donc, avant le combat d'Ilan, la soirée, c'était déjà un échec. Vous l'avez vu, quasiment tous les combats se sont terminés sous les huées. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas dire encore que c'est la faute d'Ilan. Il faut quand même prendre ses responsabilités. Effectivement, Ilan contre Toto, c'est le dernier coup de hache qui fait tomber l'arbre. Et cet échec, c'est le résultat d'un casting raté, de combats décevants sur le papier et ennuyants quand ça s'est passé. Et bah, tout ça, c'est l'organisation. Bon, Ilan fait partie de l'organisation, mais vous avez compris, c'est l'organisation dans son ensemble. Pour l'Influence Fight Club 1, il y avait donc 11 combats. Sur ces 11 combats, 7 se sont passés avec des règles amateurs, donc sans les coups de coude et les coups de genou. Enfin, il y avait genou au corps, mais bon, c'est pas important. Mais surtout, c'était en 3 x 3 minutes. Donc, ces 6 combats, dont le mien se sont faits en 3 x 3 minutes, plus celui de Sebidadi. Et là, on avait 3 combats en règle professionnelle, avec les coudes, avec les genoux, avec des gants différents, mais surtout en 3 x 5 minutes. Donc, ce qui est important à retenir, c'est 11 combats, mais sur ces 11, il y en avait 7 en 3 x 3 minutes. À l'Influence Fight Club 2, déjà, il n'y a plus 11 combats, mais 15, et sur ces 15, il y en a 10 en règle professionnelle. Donc en 3 x 5 minutes. Alors déjà, on pourrait parler de sécurité. Est-ce qu'honnêtement, c'est les meilleures dispositions pour des combattants qui n'ont jamais combattu, qui ont commencé les sports de combat il n'y a pas longtemps, de les faire combattre avec les coups de coude, les coups de genoux, des gants plus petits et en 3 x 5 minutes? Je pense pas, honnêtement, je trouve que c'est une erreur. Mais surtout, quand tu es spectateur et téléspectateur, la soirée est beaucoup plus longue. Si je vous dis pas de bêtises, l'événement a commencé à 19 h. Le main event, donc Ilan contre Toto, on n'était pas loin des 3 h du matin. Est-ce que vous vous rendez compte? Et là, je vous parle des spectateurs qui ont énormément attendu, à qui on a proposé des combats extrêmement décevants. C'est pour ça que les gens étaient énervés, sifflés et hués dans la salle. Ils attendent beaucoup et en retour, on leur donne rien. Je trouve ça logique. Et là, on se place côté combattant. Ils sont peut-être arrivés à 17 h pour le check-up médical. Si tu combats, je sais pas, à 22, 23 h ou comme Ilan à 2h30, 3 h du matin, bah, t'es éclaté, quoi. Donc forcément, quand on vient comparer l'Influence Fight Club 1 et l'Influence Fight Club 2, bah, déjà, il y a 4 combats en plus. À l'Influence Fight Club 1, il y avait 3 combats en professionnel. Dans la deuxième édition, il y en a 10. 7 combats en professionnel en plus. On se rappelle que ça rallonge le temps. Et ces erreurs, le fait qu'il y ait trop de combats, que certains combats étaient en professionnel alors que ça n'a pas de sens dans le fond, ils commencent, donc il n'y a aucune raison qu'ils soient en professionnel en termes de sécurité, mais aussi en termes de spectacle. On sait qu'à ton premier combat, tu n'as pas vraiment le cardio. Est-ce que c'est un cadeau de leur proposer un 3 x 5 alors que même un 3 x 3, c'est déjà très compliqué? Enfin, toutes ces erreurs, bah, c'est l'organisation, personne d'autre. Et si on rajoute le casting raté, les combats déséquilibrés, etc., on voit bien que le principal responsable, c'est l'organisation. Et je trouve honnêtement que c'est malin de la part de l'organisation et des autres organisateurs d'avoir ciblé Ilan et de lui avoir tout remis sur le dos, parce qu'ils arrivent à mettre sous le tapis toutes les erreurs qu'ils ont fait depuis le début de l'Influence Fight Club 2. Puis c'est un petit peu facile de tout remettre sur Ilan, alors que c'est la tête d'affiche de l'Influence Fight Club depuis la première édition. C'est-à-dire que si tout ça a pu se faire, c'est parce qu'Ilan a mis de l'argent, c'est parce qu'Ilan a combattu, et au final, c'est l'Influence Fight Club qui a fait passer Ilan pour un combattant. Donc Ilan, c'est un pur produit de l'Influence Fight Club, c'est cette organisation qui lui a donné du gaz, qui lui a donné espoir, qui lui a fait croire que c'était un vrai combattant. Donc pour moi, quand Ilan refuse de combattre contre Toto,
c'est la faute également de l'organisation. On va arriver maintenant sur la partie mytho, la partie mensonge, et on va parler d'un des organisateurs de l'Influence Fight Club 2, on va parler de Sebi Daddy. Alors autant à l'Influence Fight Club 1, Sebi Daddy, il s'est plutôt bien tenu, on va dire. Il est resté assez pro, que ce soit dans la com du combat, à l'événement. Bon, il a fait un petit peu de show forcément. Mais là, la deuxième édition, le mec était en roue libre. On a retrouvé le gogol qui faisait ses placements de produits à l'époque. Ni plus ni moins. Elle a décidé, j'ai pris la bagnole, je suis en Suisse. Je t'attends dans la cage, en Suisse à Fribourg le 3 mai. J'ai pris la bagnole, je suis en Suisse, je t'attends. Je suis là mon frère, je suis là. On se rappelle également de la fameuse baffe qu'il avait pris lors de la pesée médiatique. Eh bien, tout ça, c'était du mytho, du mensonge, du fake. Même le combat, écoutez son adversaire. En fait, les gars, vous avez pas compris que quand je parlais de sa mère, les gifles et tout, en fait, c'était du buzz, en fait. En fait, c'était déjà organisé. En fait, on parlait entre nous. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même au niveau du combat, quand il m'a mis le low kick et tout. Mais c'est pas grave, je vais faire une vidéo où je vais vraiment tout bien expliquer, etc. Ça va être marrant. Moi, je sais très bien que vous ne me croyez pas, hein, c'est pas grave. Bon, après, ça me dérange pas. D'ailleurs, quand vous revoyez l'action, quand Sebi Daddy met son middle, on voit que l'indécis, il en rajoute des caisses, il fait comme ça, et puis on voit qu'au sol, Sebi Daddy veut pas lui toucher le visage, il lui tape sur l'épaule. Regardez la scène, vous allez voir. Après, le mensonge, ça fait un moment qu'on l'a capté quand même. Il faut savoir que quand on fait un combat et qu'on fait pas le poids, on fait ce qu'on appelle un cutting pour perdre du poids assez rapidement. Sebi Daddy a simulé un cutting. Voilà, je regarde beaucoup les sports de combat. C'est la première fois que je vois un combattant faire un cutting et quand même être gras. Jamais vu ça. D'ailleurs, petite précision, il est censé faire 70 kg. D'après vous, est-ce qu'il fait 70? Ah oui, et ce qui est drôle au début de la vidéo, c'est qu'il est figé, on lui dit « Vas-y Sebi » et là il commence à marcher. Faut mieux caler vos cuts en début de vidéo. Là, c'est trop voyant. Vas-y Sebi. Essaie de venir jusqu'ici s'il te plaît. Voilà. Non, jusqu'à la balance. Allez, force, c'est la dernière minute, allez, allez. Parce qu'au final, tu as un des organisateurs qui combat pour la ceinture, il pèse environ 75 kg, il affronte un combattant qui se pèse le lendemain ou le surlendemain de l'événement, il est à même pas 65 kg habillé. Donc ça veut dire que le soir du combat, il était peut-être, je sais pas, à 63 kg. D'autant plus, ils ont menti car moi je fais pas 70 kg. Mais bel et bien, 64 kg 800. Donc tu as un des organisateurs qui choisit son adversaire pour un combat pour le titre, il prend un mec qui n'a jamais combattu, il prend un mec qui fait peut-être 12 ou 13 kilos de moins que lui, et après on s'étonne que l'événement est pris comme une mascarade, surtout quand on sait maintenant que tout était pipoté, même le combat. D'ailleurs on va rester sur l'adversaire de Sebi Daddy parce qu'il faut savoir que l'indécis a quasiment parlé qu'avec Sebi Daddy pour tout organiser, son voyage, les billets de train, l'hôtel, etc. C'est même avec lui qu'il a organisé son combat. Enfin, je dis organisé, scénarisé plutôt. Et en fait, vous allez voir que l'organisation n'a pas été carrée avec l'indécis. Et du coup, c'est là qu'il a balancé plein de trucs. Et honnêtement, je trouve que c'est assez grave. IFC 2, Influence Fight Club, la vérité sur ce qui s'est passé par rapport à l'IFC 2 sur moi. Comme prévu, il m'a pris mes billets de train de Paris jusqu'à Genève. Une fois arrivé en Suisse, je devais avoir ma propre chambre d'hôtel. Sebi Daddy devait s'en occuper. Mais ça n'a pas du tout eu lieu, puisque c'est Capi qui m'a accueilli dans sa propre chambre d'hôtel sur Genève, lorsque du coup le soir, j'ai dormi avec le Viking dans le canapé. D'autant plus, ils ont menti car moi je fais pas 70 kilos. Mais bel et bien, 64 kg 800. Pendant le séjour, j'avais demandé à faire mes prises de sang et à avoir mon certificat médical. Car en France, je n'avais pas le temps de le faire du fait que je travaillais à côté. Mais, quand je l'ai demandé, rien n'a été fait. Donc du coup, j'ai combattu sans certificat médical, sans prise de sang.
Lui, Sebi Dadi, se prétend être à 70 kilos après un cutting. Le jour J du combat, il était au moins 77, voire 78 kilos. Sûr et certain. Je vous explique pourquoi. Quand je suis dans la cage, j'enlève mon maillot, ça se voit tout de suite que je suis une crevette comparé à lui. Et j'assume totalement. J'ai pas un corps de ouf, ok? À la base, je suis pas du tout issu aussi des sports de combat, je fais du foot depuis que je suis petit. Sachant qu'on ne se renseigne pas si la personne a un trouble psychiatrique ou pas. Psychiatrie adulte, urgence service, porte SMUR. Voici un de mes anciens rendez-vous d'unité d'hospitalisation psychothérapeutique à l'UHP. Pour finir, le contrat n'a pas du tout été respecté. Ils devaient me payer, au final ils vont pas me payer. Ils se sont pas du tout renseignés si j'avais un trouble. C'est pour ça qu'il y a des certificats médicaux qui existent. Ils ont rien fait de tout ça. Donc là, si je veux, je peux porter plainte. Donc, à vous de voir. Vous me payez ou je porte plainte. Alors là où je suis pas trop d'accord avec lui, c'est l'organisation ne se renseigne pas sur les soucis psychologiques. Je vois pas comment elle peut se renseigner, et si tu vas chez un médecin et qu'il te demande si tu as eu des soucis et que tu dis non, bah c'est compliqué pour lui de se renseigner, surtout si c'est pas ton médecin traitant. Donc sur ça, je sais pas si c'est vraiment pertinent. Par contre, ce qui est grave, c'est de l'avoir laissé combattre sans certificat médical. Là, ouais, c'est quand même assez grave. Ça veut dire que s'il lui arrive un truc dans l'octogone, l'organisation est responsable. Ça va loin quand même. On va arriver maintenant au combat le plus important de la soirée, le combat entre Ilan et Toto, le combat qui n'a pas eu lieu au final. En fait, avant le combat, voici comment ça s'est passé. Tu fais quoi? Tu vas affronter un champion du monde. Lève-toi et va l'affronter. Allez, lève-toi, va l'affronter. T'es au dernier moment. C'est maintenant qu'il faut y aller, frérot. C'est un combattant, faut le materner. Après 30 ou 40 minutes dans les vestiaires, Ilan fait enfin son entrée. Sauf que voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, le combat n'a pas eu lieu, Ilan a fait comme ça, il n'a pas eu envie de combattre. Pourquoi il n'a pas eu envie? Eh bien parce qu'il a appris quelque chose dans les vestiaires qui l'a complètement refroidi. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher. Et il pense que je trouve... C'est qui C'est l'organisateur qui était en Suisse. L'organisateur? Et qui était en Suisse, qui a la salle, tout ça. Et qui est venu te dire qu'il avait vu de ses yeux Toto en train de faire ça? Non, il m'a dit, Toto m'a demandé mon dealer pour acheter de l'herbe, et il a aussi demandé ça. Et là, il est bizarre, je pense qu'il a pris pour le combat. Je jure. Ah ouais, c'est une dinguerie. Les gars, je peux jurer la tombe de ma grand-mère, aucun problème. La tête de ma mère, tout ce que vous voulez. Sur ce que ouais. Sur ce que j'ai plus cher sur cette allô, moi je te crois, à 100%. Voilà, je te crois. Pas un menteur. Il t'a dit ça, il s'est dit, ouais, l'autre il a pris ça, il va être boosté, il s'est chié dessus. Et là, tu t'es chié dessus. Chié dessus. Ok. Chié dessus. Et dinguerie, les gars. N'importe quoi. Je me suis chié dessus, et de là, j'arrivais tellement à pas rentrer dans le truc qu'en gros, dans mon cerveau, c'était fini. J'y allais pas. J'ai dit. Donc on aurait le numéro 2 de l'organisation qui vient de dire à Ilan avant son combat que Toto lui a demandé l'adresse de son dealer pour acheter de la bœuf et de la neige. Il a pas dit vraiment pourquoi, mais il a laissé sous-entendre que Toto avait besoin de ça, donc c'était limite pour motiver Ilan. À partir de ce moment-là, Ilan s'est décomposé et c'est le début de la fin. Alors, suite à ça, faut savoir que tout le monde a lâché Ilan. Sebi Dadi, Guillaume Pelletier, Hakan, enfin, tout le monde. Ilan était face au harcèlement qu'il recevait sur les plateformes. Et d'ailleurs, même publiquement, on a Sebi Dadi qui s'en est pris à Ilan, par exemple. Ilan, moi, dans le combat contre Ilan, il avait les tétons qui pointaient comme ça, il était full stéroïde. Et je suis allé dans la cage contre lui. Ilan, il a dit, je veux pas qu'il y ait Elias Giroun qui est mon coach dans mon coin. J'avais pas de coach, moi, dans mon coin, à la fin de chaque round. Et je suis quand même allé dans la cage. En fait, Ilan, il a juste pas porté ses coronesses, fin de l'histoire. Par exemple, si on me dit, Sebi, est-ce que tu veux prendre Toto? Je dis, pour le moment, c'est un peu tôt pour moi. Toto, je le prendrai peut-être dans peut-être 4, 5, 6, 7, 8 mois, je sais pas. Aujourd'hui, je suis pas prêt pour prendre Toto. Lui, il s'est senti prêt de prendre Toto. Bah,
t'as dit oui, t'assumes, tu vas jusqu'au bout. Fin de l'histoire. C'est toi qui gères ta carrière, frérot. Si t'as un problème pour gérer ta carrière, bah, embauche un manager. Mais aujourd'hui, il a accepté un combat contre Toto. Il n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il y avait des rumeurs qui étaient ni fondées, ni quoi que ce soit. Il n'y a aucune preuve qu'il a pris la dèche, Toto. À part que quelqu'un a dit que je sais pas quoi. Bref, il a cherché la première porte de sortie, il l'a prise, il n'est pas allé jusqu'au bout. En plus de ça, Toto, il lui a dit dans la cage, il lui a dit « Frérot, viens, on combat, t'inquiète pas, au pire, je vais pas t'atomiser la gueule. » Il lui a dit ça. Et Ilan, il a fait quoi? Non, frérot, je peux pas. Alors qu'en plus, honnêtement, hein, au pire, tu te prends 3-4 pêches, tu tombes, tu fais comme ça, t'attends que ça passe, frérot. Arrête. En vrai, j'aime pas dire ça, mais Sebidadi a raison. Ilan, il s'est déjà dopé. Ça se voit à ses tétons, ça se voit qu'il s'est déjà dopé. Et je vais même vous dire mieux, j'ai une information d'une personne de sa famille, donc de sa famille, qui certifie qu'Ilan a fait des cures de testo. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Mais bon, c'est pas le débat et c'est pas pour ce combat-là, mais ça fait rire quand même d'utiliser l'excuse du dopage, de trucs de machin, alors que lui en a déjà utilisé, mais bon. Bref, surtout qu'on a une vidéo avant son combat, il est avec Abdel Soulax et honnêtement, il est pas dans son état normal, le Ilan. Écoutez-moi bien attentivement, je vais dire écoutez-moi bien attentivement. J'ai un message à faire passer droit du cœur à une star internationale et mondiale, reconnue mondialement. Monsieur Ilan, moi, Abdel Soulax, je me suis submergé par les émotions. Grâce à l'événement mondialement reconnu, grâce à la logistique, la maintenance, la production et la team Ilan. Force, courage, c'est bonheur. Je trouve que cette affaire, elle est révélatrice d'une chose, c'est le mensonge d'Ilan depuis le début dans les sports de combat. En fait, Ilan nous dit que depuis 8 mois, il s'entraîne 3 fois par jour. 3 fois par jour, messieurs, dames. C'est-à-dire que ça fait 8 mois qu'on le voit en live TikTok, alors qu'il s'entraîne 3 fois par jour, mais il a jamais un cocard, jamais une petite arcade, jamais une oreille en chou-fleur, rien. Et son corps, depuis 8 mois, n'a quasi pas changé. Ceux qui font des sports de combat ou même du sport en général, vous commencez à comprendre, si vraiment Ilan s'entraîne 3 fois par jour et que son point fort c'est le sol comme il le dit depuis un moment, c'était le moment ou jamais de prendre Toto parce que Toto il a un très bon niveau, il a été champion du monde truc machin, mais en pied-point. Donc si vraiment le sol c'est son domaine à Ilan et qu'il s'entraîne 3 fois par jour, bah, y avait un monde où en l'emmenant au sol, tu peux tenter un truc. Je dis pas que tu vas gagner. Peut-être que tu vas t'en prendre, tu vas te prendre des crochets, des uppercuts, des directs ou des middle, tout ce que tu veux, ça va faire mal. Mais s'il y avait bien un moment où prendre Toto, c'était maintenant. Surtout que Toto a accepté le combat en short notice, il a eu à peine 10 jours pour se préparer. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire que, pour moi, Ilan n'est pas le combattant qu'il dit être. Et c'est un mensonge qui avait assez duré. Tu peux pas t'entraîner 3 fois par jour depuis 8 mois et t'as jamais un cocard, t'as jamais une blessure, rien. Enfin, par exemple, je vous montre, en 3 mois, je me suis fait péter le nez avant mon combat. Voilà, j'ai fait un sparring avec un boxeur de 100 kg qui faisait 1m90. J'ai pris un uppercut, j'ai remis toute ma vie en question. Et des petits bobos, il y en a eu des centaines. Et l'arcade, et la pommette, et le visage râpé parce que le mec a de la barbe et on se frotte quand on fait du sol. En fait, pour moi, Ilan, il fait des sports de combat de manière personnalisée, avec des coachs individuels, où ils lui font faire des pas au haut du sol, etc. Mais il va pas dans les cours collectifs, par exemple. Dans les cours collectifs, tu vas, t'apprends des choses, et puis après, ça part en 10 fois 3 minutes de sparring, tu tournes avec tout le monde. Et franchement, c'est la guerre. Pour moi, il n'a pas goûté à ça. Il n'a pas goûté à ça, et en fait, il sait que par rapport à des combattants qui s'entraînent de manière conventionnelle, bah, il n'est pas dans le thème. Il est moins bon, et il va se faire marbrer. Et en fait, je pense qu'il a eu une prise de conscience dans les vestiaires. Effectivement, il a peut-être raison, il y a peut-être eu ça avec Hakan, mais je pense que Sebidadi a raison, il a cherché la première porte de sortie. Voilà, il a eu une prise de conscience et il s'est dit « Ouais, non, mais la marche est trop haute, je vais me ridiculiser. » Et aujourd'hui, Ilan, bah, il est cramé. Il a été éjecté de l'Influence Fight Club. Aujourd'hui, il fait plus partie du quatuor à la tête. Alors, je sais pas comment ça s'est organisé en termes d'argent, etc., mais il s'est fait éjecter. D'ailleurs, j'ai l'impression que Toto est en train de prendre sa place. On l'entend dans certains discours, par exemple. Il est en train d'organiser des combats pour l'Influence Fight Club 3. Oui, contre toi, oui. Mais pas contre toi. Ah, mon rêve. Mais c'est mon rêve, mais je te massacre. Contre toi, oui. Attendez. Je peux vous organiser ce combat, moi. Est-ce que vous accepteriez de vous affronter pour l'Influence Fight Club numéro 3? C'est une hypothèse. Hein. Alors, juste un truc. À une seule condition, que dans le concours, il n'y ait pas des consanguins, des gens qui live en Air Max, Obélix, qui jouent contre Capi. Pas de souci, t'inquiète. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. La prochaine édition de l'Influence Fight Club, on est déjà dessus.
Et il y aura beaucoup moins de combats d'influenceurs. C'est pour ça qu'on va garder l'élite. Alors, faut quand même noter un truc. Après les accusations d'Ilan, Toto a fait des explications sur TikTok, mais surtout, il devait faire des prélèvements pour prouver qu'il n'y a pas eu de dopage, de prise de neige, etc. On l'a vu avec un petit flacon pour uriner dedans. Au final, on n'a jamais rien su. Ilan aussi s'est filmé devant un laboratoire. On ne sait pas. Le seul qui a montré, c'est Sebi Daddy, parce que, pareil, voilà, il y a eu du cinéma autour d'une prise de testostérone. En fait, soi-disant, l'indécis est allé dans la chambre de Sebi Daddy, et dans une trousse, il y avait une seringue et un flacon de testo. Pareil, ça, on va même pas en parler. Pour moi, c'était du cinéma. Mais en tout cas, voilà, on devait avoir un Toto qui fournit des résultats, et pour l'instant, on n'a rien. Alors, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. Mais forcément, on s'attendait à les voir. En tout cas, c'est vrai que cette annulation de combat, eh bien, ça a fait perdre beaucoup à Ilan. Mais le gagnant, c'est Toto. Parce que là, il se retrouve propulsé un peu dans l'organisation, enfin, dans le quatuor de l'organisation. Enfin, on a l'impression qu'il est dans le quatuor, mais il est en train d'organiser des combats pour l'Influence Fight Club 3. D'ailleurs, ça veut dire qu'il y aura une 3e édition. Par contre, pour Ilan, il a beaucoup perdu. D'ailleurs, on a eu un échange entre Guillaume Pelletier et Ilan sur TikTok. Vous allez voir que c'était assez tendu. Quand tu fais des menaces, Ilan, juste un truc, fais attention aux gens que tu menaces. Parce que t'as vu, je suis pas un petit enfant. Quand on m'envoie des menaces que tu... Non, mais attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, je veux juste parler. Quand on me transfère des menaces que tu m'envoies, ça me fait pas très plaisir, tu vois. Et moi, j'ai toujours été très correct avec toi. Le fait de recevoir des menaces en mode « Non, mais lui, je vais l'éteindre, il va voir, il sait pas les dingueries que je vais lui faire. » Ilan, fais-les les dingueries si t'as envie. Fais-les. Moi, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là, t'as vu. Moi, j'ai 40 ans, t'as vu. Maintenant, attention. Si tu fais des dingueries, je vais être obligé de répondre. C'est juste ça que je veux dire. J'en dirai pas plus, en fait, tu vois. Guillaume, je t'explique. Le fait de recevoir des menaces, ça me fait pas plaisir. Guillaume, c'était pas toi, déjà. Quand je me suis embrouillé et que je me suis menacé, c'est avec Hakan. Parce que, en gros, Hakan, on s'est eu au téléphone, d'ailleurs. Et on s'est apaisé, hier. Et je lui ai dit, ce que tu m'as fait, ce que tu m'as dit, c'est entre toi et moi, de toute façon, tu l'assumeras jamais. Tu l'as fait, tu le sais très bien où ça a amené cette situation. Derrière, ça s'est un peu apaisé, et avec toi, c'est reparti en cacahuète sur un autre sujet, parce que entre-temps, moi, j'avais parlé avec Hakan, et que toi, on s'était pas parlé, et que j'ai parlé aussi avec Seb entre-temps, et que toi... Bref, il y a eu des notes vocales qui sont été écoutées à 15h, alors qu'elles ont été faites à 7h du matin, et il s'est passé des choses entre-temps. C'est pour ça que je t'ai dit, tu montes, on fait 50 lives ensemble, il n'y a pas de problème, mais la condition, c'est juste qu'on se parle en privé d'abord, pour mettre les choses à plat, et c'est tout, et c'est normal. Non mais Ilan, dans tous les vocaux que tu as reçus, est-ce qu'une seule fois je t'ai manqué de respect ou je t'ai insulté? Oui. Bah vas-y, mets-le en public le vocal, alors on veut tous l'écouter. Oui. Tu me manques de respect quand tu... Bah, le dernier vocal... Mets le vocal, frérot. Le dernier vocal que tu m'as fait... Il te parle français. Vas-y, mets-le. Parce qu'en fait, je t'explique pourquoi je te dis ça, moi, Ilan, regarde. Guillaume, tu veux... Allume ton live en rapide, je te fais monter. Tu vois, Titi... Non, mais en vrai, on s'en fout, les gars. Je veux juste dire ça à Ilan et c'est tout, tu vois. Ilan, il m'entend là ou pas? Ouais, il t'entend. Oui, il t'entend. Oh, ok. Donc moi, t'as vu, j'ai toujours tenté de rester cordial et respectueux avec lui, mais quand je reçois des vocaux où il est écrit, enfin il est dit, pardon, avec sa voix, donc du coup ça vient bien de lui. Guillaume, je vais te l'éteindre, il sait pas qui je suis. Oh, t'as vu, tranquille, quoi. Guillaume, j'ai jamais... Alors déjà, c'est pas vrai. J'ai jamais dit, Guillaume, je vais l'éteindre. J'ai parlé au Conti FC, qui était en train de m'insulter depuis 4 jours, et j'ai dit à un moment donné, stop. J'entends pas. Attends, tiens, voilà, refais. Ouais, mais répète, les vocales, je les ai. Les vocaux, je les ai. Répète, t'as dit quoi? Répète. J'ai dit, déjà, c'est pas Guillaume, j'ai pas dit ton nom, déjà, c'était le Conti FC qui était en train de me savater depuis 4 jours. J'ai dit à un moment donné, stop. Je dis rien, ça fait 4 jours, à un moment donné, stop. Donc, c'était pas toi personnellement, déjà, c'est pas vrai, faut pas remixer. Et de deux, la seule chose que j'ai dit, c'est, on se parle, et une fois qu'on s'est parlé, après, on fait tout ce que tu veux. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas et toi t'as fait ci, toi t'as fait ça, et toi t'as fait ci, toi t'as fait ça. On a tous fait des trucs, on s'est tous insultés, on a tous dit des trucs. Maintenant, soit on est des hommes, on parle et on avance, soit on fait rien. Ilan, c'est pas toi qui dis qui est un homme et qui n'est pas un homme, Ilan. Moi, j'ai toujours été un homme avec toi et toi, tu le sais. D'accord? La raison pour laquelle je t'en veux, tu la connais très bien. Le sujet qui est évoqué à l'heure actuelle, on l'a déjà évoqué, toi et moi.
Et je t'ai expliqué que ce sujet-là, je voulais pas en entendre parler parce que ça n'a aucune incidence sur la performance d'un combattant. Tous ces sujets-là, on les a déjà évoqués, toi et moi, on les a déjà ouverts et tu connais déjà mon avis sur ces sujets-là. Et c'est pour ça que le fait qu'aujourd'hui tu sortes ces sujets-là comme une raison d'annulation, pour moi c'est malhonnête. Je te trouve malhonnête et je te le dis publiquement, pour moi c'est malhonnête de ta part. En fait, il n'y a pas de manque de respect de ma bouche, c'est juste qu'en fait c'est des sujets qu'on a déjà abordés toi et moi. Chacun pense comme il veut, chacun a sa manière de penser. Chacun a sa manière d'interpréter les choses, c'est tout. Voilà. Donc, si toi tu penses comme ça, je respecte. Toi tu dois respecter ma manière de penser et moi je respecte. J'ai une question, Ilan, parce que tout d'un coup. En fait, tu vois, regarde, je t'explique. Alors, juste petite précision, quand Guillaume Pelletier dit on a déjà évoqué ce sujet, etc., en fait, il parlait du dopage, notamment de la prise de neige. Donc, c'était bien avant ce combat, parce que Ilan se posait des questions, quel impact ça a si un combattant en prend. Et Guillaume Pelletier lui avait dit que ça avait aucun impact sur la performance. Je trouve que c'est pas forcément... En fait, ça dépend des gens. Il y a des gens, ça va leur donner du boost. D'autres, ça va les down complètement. Je trouve qu'on peut pas avancer spécifiquement ça, mais c'est vrai que c'est à double tranchant. Ça, c'est la réalité. Enfin voilà, si on fait un constat, effectivement, l'Influence Fight Club 2, c'est un flop, un fiasco. Il faut dire ce qui est. Il y a certains combattants qui ont essayé de nous faire croire des trucs, genre la salle était remplie, il y avait 10 000 personnes. Déjà, la capacité max, c'est 9200. Arrête de nous mytho. On a combattu dans une salle de 10 000 personnes qui était pleine à craquer, les amis. C'est quand même un truc de fou. Moi, j'ai jamais combattu dans une salle comme ça. Donc ça, c'est la BCF Arena où il y a eu l'événement. Alors déjà, faut comprendre que tout ce qui est en haut, là, tout là, c'était fermé. Et le parquage au fond, c'est des places debout, c'était également fermé. Donc il y avait du monde ici, sur les côtés, jusqu'à là-bas, et au milieu, voilà, au niveau de la patine. On le voit sur toutes les vidéos, c'est facile à vérifier. Grand maximum, il y avait 4000 personnes, ce qui est déjà très bien. Mais arrêtez de nous mentir. Voilà, on a des yeux, on voit. Donc on en revient donc à ce constat. Effectivement, cette deuxième édition, c'est un flop. Trop de combats, trop d'influenceurs, des règles en pro qui viennent rallonger tout ça. Beaucoup trop de mensonges, de cinéma, de mise en scène, un casting raté, des combats déséquilibrés, des combattants pas préparés, des combats pas du tout divertissants, voire ennuyeux. Et la touche finale, la cerise sur le gâteau, le main event annulé avec des soupçons de prise de drogue, de dopage, etc. etc. Honnêtement, aujourd'hui, je me dis comment ils vont réussir à faire un Influence Fight Club 3, parce qu'il y a eu sûrement des pertes financières, vu que c'est pas une réussite totale, mais je pense qu'ils y arriveront. Forcément, s'ils en parlent déjà, c'est qu'ils ont déjà fait les comptes et c'est que c'est possible. Mais en tout cas, une chose est sûre, s'ils ne changent pas la formule, les ingrédients, ça va faire comme l'IFC 2. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À mon avis, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants dans cette affaire. Mais on n'en parlera pas dans une vidéo sur cette chaîne, mais plutôt dans une vidéo actu sur la chaîne Laurent Delamousse. Si la vidéo vous a plu, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On s'abonne également à la chaîne vlog, où dimanche 18h, premier vlog, quand je suis parti au ski avec mes potes. Donc le lien, le Bronx The Mousse, est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.